Pendant des siècles, l'île de Pâques a été perçue comme un avertissement, une leçon d'effondrement. Ces statues gigantesques dressaient telles des pierres tombales d'un peuple disparu. Mais de nouvelles découvertes remettent en question ce récit, révélant une civilisation qui ne s'est pas effondrée, mais qui s'est adaptée. Pour comprendre comment ce mythe a vu le jour, il faut d'abord regarder ce que le monde percevait en surface. L'illusion de la surface. Lorsque les explorateurs européens arrivèrent pour la première fois sur l'île de Pâques en 1722, ils ne découvrirent ni forêts luxuriantes, ni villes animées, mais d'interminables prairies et des rangées de têtes de pierre monumentales à moitié enfouies dans la terre. La scène semblait figée, des géants en décomposition veillant sur un monde vide. Les premiers récits décrivaient un peuple affaibli, aux outils rudimentaires, aux ressources apparemment épuisées. Pour les observateurs extérieurs, ces statues ressemblaient à l'œuvre inachevée d'une civilisation déchue, abandonnée en plein élan. Peu à peu, cette impression s'est figée en un récit, celui d'un peuple, les Rapa Nui, qui aurait autrefois prospéré, mais qui aurait abattu jusqu'au dernier arbre, se serait entredéchiré et aurait sombré dans l'isolement. Cette interprétation s'inscrivait parfaitement dans un récit plus large de mise en garde écologique. Des historiens comme Jared Diamond ont popularisé l'idée d'un écocide, selon laquelle les insulaires auraient détruit leur environnement à force de surpopulation et de cupidité. Dans cette version, les Moai devenaient des symboles d'arrogance, leur regard silencieux comme autant d'avertissements sur ce qui arrive quand l'humanité va trop loin. Ce récit s'est répandu, apparaissant dans les manuels scolaires, les documentaires et les expositions muséales, souvent sans remise en question. Mais il y avait un problème avec cette histoire. Elle reposait presque entièrement sur ce que l'on voyait en surface. Très peu de fouilles avaient été menées. Très peu d'habitants avaient été consultés. Et sous ces statues, quelque chose de totalement différent attendait. Un monde caché sous les statues. Le tournant ne vint pas d'une théorie, mais d'une pelle. Lorsque les archéologues commencèrent à creuser autour des Moai, ces têtes de pierre emblématiques émergeant du sol, ils firent une découverte remarquable. Ces têtes n'étaient pas des têtes du tout. Chacune faisait partie d'une figure humaine complète, finement sculptée, enfouie profondément dans la terre volcanique. Épaules, torse, bras croisés sur le ventre, des corps entiers étaient restés cachés sous des siècles de sédiments. Ce n'était pas un simple cas où la nature aurait lentement englouti les statues. Cet ensevelissement était intentionnel, protecteur et incroyablement régulier. Ce que l'on découvrit en dessous était encore plus révélateur. Le dos de nombreux Moai était gravé de motifs détaillés, spirales, croissants et symboles que l'on tente encore de déchiffrer. Il ne s'agissait pas de simples ornements, mais de messages, des marques de lignée, de mémoire et d'autorité sacrée. Les Moai n'étaient pas de simples sculptures. C'étaient des sentinelles, des gardiens tournés vers l'intérieur pour veiller sur les villages et non vers la mer pour repousser les menaces. Leur fonction avait été mal comprise pendant des générations. De nouvelles fouilles sous les plateformes cérémonielles en pierre, les ahus, ont révélé des chambres scellées taillées dans la roche. Il s'agissait de caveaux funéraires conçus avec une précision remarquable, sans mortier, à l'aide de pierres si parfaitement ajustées qu'elles résistaient à l'eau, au temps et aux tremblements de terre. À l'intérieur, on a retrouvé les restes de chefs, d'artisans et de guides spirituels, inhumés avec des outils en obsidienne, des bijoux venus d'îles lointaines et des objets en bois sculptés par des mains expertes. Certaines chambres renfermaient plusieurs générations d'une même lignée, enterrées sous des monuments demeurés intacts à la surface pendant des siècles. Ces découvertes racontaient une histoire radicalement différente. Les insulaires n'avaient pas abandonné un travail inachevé. Ils préservaient un héritage inscrivant le sacré dans la terre et la pierre, génération après génération. L'île qui a su s'adapter. Pour une civilisation accusée d'avoir détruit son propre environnement, les Rapa Nui ont laissé derrière eux une empreinte des plus surprenantes. Des milliers d'anneaux de pierre disséminés à travers le paysage, soigneusement construits et précisément disposés. Ce sont les Manavai, des enceintes circulaires en pierre conçues non pas pour honorer les ancêtres ou abriter les morts, mais pour cultiver la vie. À première vue, elles paraissent banales, de bas murs entourant des parcelles de terre arides. Mais grâce à la cartographie satellite et à l'analyse des sols, on a découvert un système d'une ingéniosité stupéfiante. Ces structures n'étaient pas décoratives, c'étaient des outils environnementaux. Les murs de pierre créaient des microclimats, protégeant les cultures des vents violents de l'île, retenant l'humidité de l'air et régulant les écarts de température dans le sol.
Dans un endroit où le soleil pouvait brûler les jeunes pousses et où la pluie pouvait disparaître pendant des semaines, ces anneaux jouaient le rôle de serre sans verre. À l'intérieur, les insulaires faisaient pousser du taro, des patates douces, des bananes et de la canne à sucre. Et ils le faisaient longtemps après la disparition des forêts. On compte plus de 3000 manavai répartis sur toute l'île. Une échelle de planification et de travail qui rivalise avec celle des Moai eux-mêmes. La comparaison avec les cultures en terrasse des Andes antiques n'a rien d'exagéré. Les deux sont des exemples d'ingénierie autochtone adaptée à des conditions extrêmes. Il ne s'agissait pas d'un peuple épuisant aveuglément ses ressources. C'était une société qui observait les cycles, tirait des leçons des épreuves et construisait des infrastructures pour y faire face. En réalité, des échantillons de sol prélevés à l'intérieur des manavai montrent une fertilité plus élevée et une meilleure rétention d'eau que dans les zones extérieures, même plusieurs siècles plus tard. Cette découverte bouleverse la chronologie écologique. Elle prouve que l'agriculture a perduré et même évolué après la déforestation. Elle remet aussi en question l'idée que le déclin de l'île de Pâques proviendrait d'un effondrement environnemental. Ce que l'on observe à la place, c'est une résilience rendue visible, pierre après pierre, jardin après jardin. L'activation du sacré. Si les jardins de pierre nourrissaient le corps, le rituel nourrissait l'âme. Non loin de la carrière de Ranoraraku, le lieu même où sont nés les Moai, les archéologues ont mis au jour des dizaines de fosses souterraines, chacune bordée de pierres et scellée par des couvercles parfaitement ajustés. À l'intérieur, des réserves de pigments rouges vifs, parfaitement conservés au fil des siècles. Ce n'étaient ni des résidus hasardeux, ni de la peinture abandonnée. Il s'agissait d'hématite et de magémite, des composés riches en fer produisant un rouge profond, soigneusement préparé et protégé comme des trésors. Dans la tradition polynésienne, le rouge symbolise le mana, le pouvoir spirituel, la force vitale et l'autorité sacrée. Les chefs le portaient, les rituels l'invoquaient, et les Moai en étaient métamorphosés. Une fois peints avec ce pigment, les statues cessaient d'être passives. Elles devenaient des présences animées, des intermédiaires vivants entre le peuple et le divin. Des traces de ce rouge subsistent encore sur certaines statues conservées dans les musées aujourd'hui, notamment Hahakananaya au British Museum, l'un des rares Moai à avoir quitté l'île avec sa pigmentation intacte. Encore plus remarquable fut ce qui suivit des décennies plus tard. La découverte des yeux en corail. En 1978, des fragments de corail blanc furent retrouvés éparpillés près de certaines plateformes de Moai. Une fois reconstitués, ils révélèrent ce qui se trouvait caché à la vue de tous. Les statues n'étaient pas censées avoir des orbites vides. Leurs yeux avaient autrefois accueilli des inserts étincelants en corail blanc avec des pupilles faites d'obsidienne ou de scorie rouge, des matériaux choisis pour leur contraste et leur puissance rituelle. Une fois en place, la lumière du soleil frappait ses yeux sous des angles précis, donnant l'impression que les statues s'illuminaient. Pour les insulaires, ce n'était pas une illusion, c'était un éveil. Ces yeux n'étaient ajoutés qu'à la toute fin du parcours d'une statue, après la sculpture, le transport et l'installation cérémonielle. Seuls certains Moai les recevaient, suggérant une hiérarchie non seulement parmi les vivants, mais aussi entre les ancêtres eux-mêmes. Le pigment, les yeux, la lumière, chaque élément faisait partie d'une transformation plus vaste. La pierre devenait esprit, la mémoire devenait présence, la mémoire rendue permanente. Si le pigment donnait aux Moai leur présence et les jardins nourrissaient le peuple, c'est la langue qui conservait leur histoire. En 1864, un missionnaire français nommé Eugène Hérault remarqua quelque chose d'étrange dans les habitations Rapa Nui, des tablettes en bois gravées de rangées de symboles mystérieux. Elles n'étaient ni décoratives ni aléatoires. Les insulaires les appelaient rongorongo, un mot lié au chant et à la récitation orale. Ce qu'il découvrit était peut-être le seul système d'écriture indigène jamais développé en Polynésie. Gravés avec des outils en obsidienne ou des dents de requin, les symboles représentaient des oiseaux, des plantes, des figures humaines et des formes abstraites, disposées en alternance de gauche à droite et de droite à gauche. Une méthode appelée boustrophédon, semblable au va-et-vient d'une charrue dans un champ. Cette structure, associée à des motifs de répétition, suggérait une syntaxe, des généalogies, des formules rituelles, voire des données calendaires. Mais à ce moment-là, la chaîne de transmission était déjà rompue. Maladie, razzias esclavagistes et colonisation avaient décimé la population et réduit les anciens au silence. En une génération, le rongorongo était devenu illisible. Pourtant, ces tablettes prouvaient qu'il ne s'agissait en rien d'une société illettrée ou simpliste.
Ici, la mémoire devenait tangible, gravée dans le bois flotté et préservée par la parole rituelle. Dans un monde où rares sont les sociétés à avoir combiné tradition orale et écriture symbolique, les Rapa Nui faisaient figure d'exception et d'innovateur. Aux alentours de l'an 1400 de notre ère, cette même culture connut un bouleversement profond. La construction des moaïs cessa brusquement. Les carrières furent abandonnées en plein travail. À leur place émergea un nouvel ordre religieux, le culte de l'homme-oiseau. Son centre spirituel se trouvait à Orongo, perché sur le rebord du volcan Ranokao. Là, chaque année, des compétiteurs d'élite risquaient leur vie pour récupérer le premier œuf de sterne fuligineuse depuis un îlot au large. Le commanditaire du vainqueur devenait l'homme-oiseau, dirigeant de l'île pour un an. En lieu et place de la succession héréditaire, le pouvoir passait désormais par l'endurance, la faveur divine et le risque physique. Ce qui ressemblait à un effondrement vu de l'extérieur était en réalité une transformation. Une société, face au changement, remodelait ses mythes, son autorité et ses pratiques spirituelles pour survivre dans un monde devenu plus dur. Le véritable effondrement. Parmi toutes les histoires racontées sur l'effondrement de l'île de Pâques, aucune n'égale la brutalité de ce qui s'est réellement passé. Des analyses ADN récentes, effectuées à partir de restes humains retrouvés dans différentes couches archéologiques, ont révélé une société restée stable pendant des siècles. Les lignées ont perduré. Les communautés sont restées intactes. Les systèmes agricoles ont continué à fonctionner et les sites sacrés ont été entretenus jusque bien après les années 1600. Il n'existe aucune preuve génétique ou matérielle d'une famine généralisée, d'une guerre civile ou d'une hécatombe. Du moins, pas avant l'arrivée des étrangers. Le véritable effondrement a commencé au XVIIIe et XIXe siècle, lorsque les navires européens ont jeté l'ancre. Avec eux sont arrivées la variole, la tuberculose et d'autres maladies étrangères contre lesquelles les insulaires n'avaient aucune immunité naturelle. Des familles entières ont disparu en quelques semaines. Mais le coup le plus mortel ne fut pas porté par des microbes, mais par des hommes. Dans les années 1860, des chasseurs d'esclaves péruviens ont enlevé près de la moitié de la population de l'île, les traînant jusqu'au camp de travail d'Amérique du Sud. Les rares survivants revenus sur l'île ont rapporté avec eux une nouvelle vague de maladies. La suite fut dévastatrice. À la fin des années 1800, la population de l'île de Pâques était passée de plus de 3000 à seulement 111 personnes. Des traditions orales entières s'éteignirent en une seule génération. Les anciens, qui détenaient la mémoire de la façon dont les moaïs étaient sculptés, de la manière dont les yeux étaient installés, de la lecture des tablettes, avaient disparu. Lorsque les chercheurs découvrirent des statues inachevées, des outils éparpillés et des plateformes renversées, ils en conclurent que la société s'était effondrée des siècles plus tôt. Mais en réalité, ils observaient les ruines d'une violence coloniale, non d'un échec écologique. Les moaïs ne sont pas tombés dans les temps anciens, ils ont été abattus dans le deuil. L'histoire a mal interprété l'île de Pâques, la voyant comme un avertissement d'effondrement, d'avidité et d'isolement. Mais la vérité enfouie sous la terre raconte une toute autre histoire, celle d'une culture qui s'est adaptée, a résisté et a bâti sa survie. Si cela a changé ce que vous pensiez savoir, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires oubliées et partagez celles-ci pour contribuer à réécrire le passé.